La philosophie vraiment profonde du système herbager, c'est de travailler sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'on essaie d'alimenter nos animaux avec ce qui est disponible sur place. C'est-à-dire que c'est ce qui est disponible sur place qui va nous donner nos objectifs et nos capacités de production de nos animaux, ce qui est là aussi une manière complètement à l'inverse de réfléchir en agriculture classique, industrielle, où là ils vont avoir des objectifs de production par animal et ils vont mettre en œuvre après tout ce qu'ils peuvent pour nourrir les animaux, pour avoir la production qu'ils attendent. Et l'agriculture paysanne, elle a pour vocation de nourrir son territoire. Et c'est la grosse différence entre cette agriculture-là qu'on souhaite pratiquer et l'agriculture industrielle qui, selon les termes des gros syndicats, a pour vocation de nourrir le monde. Le côté élevage-culture est extrêmement complémentaire. Le fumier, c'est de l'or. Et nous, sur nos prairies qui sont très vivantes, où il y a une richesse de microbes, de petites bêtes, de trucs comme ça là-dedans, elles sont donc extrêmement vivantes et très riches. Et mettre là-dessus d'autres plantes à vocation de nourrir la population, c'est extrêmement cohérent. Bienvenue dans la 3e partie d'une série d'épisodes qui vous emmène au cœur de 3 fermes bretonnes ayant choisi de remettre les bovins dans leur écosystème naturel, la prairie. Ces paysannes et paysans doivent lutter pour que ce modèle persiste et se déploie face au modèle de production intensive. Ils et elles ont choisi de témoigner de leur expérience pour diffuser les vertus de l'élevage herbager et permettre à un maximum de citoyens et citoyennes d'en comprendre les enjeux, et ainsi ramener de la vie dans les sols, les prairies, les villages, bref, les campagnes. Après avoir découvert dans les épisodes précédents la ferme d'Olivet et la ferme des Trognes, vous allez maintenant entendre Louis du GAEC Thimenez. Louis m'explique ce qui les a amenés, Gwenaine et lui, à devenir éleveurs et à arrêter la production de lait en 2022 pour transiter vers l'élevage allaitant et donc la production de viande. Nous allons découvrir en quoi ce type de ferme offre un potentiel nourricier et permet de mieux rémunérer le travail des paysans et des paysannes. Si ces fermes étaient mieux soutenues, elles pourraient se déployer et remettre de la vie dans les campagnes. Nous commençons par aller voir les quelques vaches qui sont encore en bâtiment pour terminer l'ensilage d'herbe datant de l'époque où ils produisaient du lait. On se balade ensuite dans la ferme, prairies, bocages, jeunes vergers. J'ai décidé de garder les petits moments qui montrent que le travail de paysan est plein de surprises. Je m'appelle Opaline et j'ai créé le podcast Agroécologie Voyageuse pour mettre en lumière celles et ceux qui prennent soin de la terre. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le CIVAM Adache 35, une association d'éleveurs et éleveuses qui promeut et accompagne le développement de systèmes herbagers autonomes, résilients et transmissibles par les échanges de savoir entre pairs. L'Adage fait partie du réseau des CIVAM, association présente sur tout le territoire français, qui travaille collectivement à la transition agroécologique et à l'alimentation locale et de qualité. Cet épisode est en partie financé par Rennes Métropole dans le cadre de son projet alimentaire territorial. Belle écoute. Donc on est dans la ferme de Gwenaine et Louis, donc de nous deux. On s'est installés en 2018, ça fait 6 ans maintenant. Enfin on rentre dans la 7e année, donc on a fait 6 années en vache laitière. Voilà, et donc on a arrêté le lait il y a 1 an. On a arrêté parce qu'on avait besoin d'avoir plus de temps à ne pas travailler, notamment pour passer du temps avec nos enfants qui sont encore jeunes. On a arrêté aussi parce que il y a eu des problèmes de santé liés à ce rythme de travail aussi. Et on a aussi arrêté parce que pour des problèmes économiques, après le Covid, il y a eu un fléchissement de la consommation et de l'achat de produits bio, et puis ça s'est ressenti en filière laitière bio aussi. Et on s'est retrouvé à certaines périodes à être payé au même prix que les collègues en conventionnel, qui ne bossent pas du tout de la même manière. Et là on s'est dit quand même il y a un truc qui cloche, il n'y a aucune reconnaissance tant de la part des pouvoirs publics que de la société et des consommateurs. On ne s'est pas senti à notre place du coup.
C'est pas ça qu'on voulait faire et l'impact qu'on voulait avoir en tant que paysans et paysannes sur le monde. Donc pour ces 3 raisons-là, on a arrêté de faire la traite matin et soir. Et voilà, on est moins fatigué maintenant. Ce qui est important à préciser ici, c'est que chaque ferme a son propre vécu. Si c'était plus juste pour Gwenaine et Louis d'arrêter le lait, il y a aujourd'hui des éleveurs et éleveuses qui sont très épanouis en lait et qui arrivent à se dégager du temps. Être en système herbagé est un moyen pour parvenir à une meilleure qualité de vie. Mais étant en Bretagne, on s'est rendu compte que c'était assez cohérent de travailler avec les contextes pédoclimatiques, comme on dit, c'est-à-dire quels sont les sols, quel est le climat, quelle est la pluviométrie. Et donc de travailler avec des prairies, ça nous parlait beaucoup, d'un point de vue écologique aussi évidemment, d'un point de vue biodiversité. Et donc on s'est assez branché sur l'élevage de ruminants. Donc les ruminants, c'est les vaches, les chèvres et les brebis. Moi j'avais travaillé en chèvre et en brebis en fait avant de venir ici, je faisais de la transfo. Donc j'étais ouvrier, je faisais à la fois de l'élevage et à la fois du fromage. Mais on n'est pas parti sur un projet comme ça avec Gwenaine parce qu'on voulait quand même avoir un système qui nous libère un peu de temps. Donc on est parti sur la vache laitière avec la livraison en laiterie, donc en filière longue. Donc c'est un camion qui passe à la ferme tous les 3 jours, qui récupère ton lait, qui le mélange avec le lait des autres fermes bio du secteur, qui l'envoie à des industries qui eux le mettent en bouteille ou en font des fromages ou des yaourts. Et ça c'est revendu du coup derrière à des supermarchés, à des biocoop, etc. Ce système-là ne nous donnait pas énormément de satisfaction d'un point de vue éthique, mais nous garantissait d'avoir au moins un peu plus de temps libre qu'en transfo. Et on cherchait aussi dans l'idéal une ferme qui bossait déjà dans des systèmes qui nous intéressaient, c'est-à-dire une ferme avec beaucoup de pâturage. Donc on a 40 hectares nous. Et maintenant on a donc 14 mères. Puisque maintenant le système, c'est le système de vaches allaitantes. C'est-à-dire que les vaches font leurs veaux et on achète en plus des veaux à des voisins qui sont en bio, en système herbagé aussi. Donc on leur achète des veaux jeunes. Au lieu que ces veaux partent en filière industrielle, en veaux, en bâtiment, donc des veaux qui ne sortent pas pendant 6 mois, qui sont nourris à la poudre de lait, nous on leur permet d'avoir une vie sous une mère nourrice. Donc c'est une mère qui adopte le veau. Ils sont dehors jusqu'à ce que, par contre, nous, on les fasse quand même partir à l'abattoir à une durée qui dépend de la situation, mais entre 6 mois pour les plus jeunes et 3 ans pour les plus âgés. Bon, bah, je vais chercher le tracteur. Oh non! C'est cassé! Ouais, carrément. C'est un flexible hydraulique et eh bah, il va faire autrement. Hein. Oh la vache. Bah, je vais essayer de vider ça et puis après je vais distribuer avec le godet. C'est juste que ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Oui, bah, je vais faire demi-tour, on va essayer de déposer ça dans le fond. Et je pourrais pas tout vider avec la porte là, donc on terminera à la fourche. On va faire ça comme ça. Oh la poisse! Bon bah c'est bon, hein. Elles ont assez pour la matinée, puis je terminerai ça tout à l'heure. Ok. Ouais, c'est bien. Le monde paysan nous attirait, alors moi ça faisait un moment que je gravitais dedans, mais nous attirait pour les multiples facettes du métier et aussi pour son rôle central dans la société et le potentiel
le potentiel politique qu'on peut avoir quand on fait de l'alimentation et quand on s'exprime en tant que producteur et productrice de nourriture. Donc tu vois ici il y a le verger nouvellement planté, qui ont pour vocation d'être en cueillette, donc pas trop haut en termes de taille et tout ça. Et entre tous les fruitiers ont été plantés plein de trucs dans l'idée de vraiment garnir la haie avec différentes hauteurs végétatives, donc des plantes couvrantes, des plantes de mi-hauteur et les fruitiers qui seront un peu au-dessus. Pour ça c'est inspiré complètement des principes de la syntropie. Donc il y a de la pomme, il y a de la poire, il y a de la prune, il y a de la pêche, il y a du kiwi, il y a de la figue, il y a du raisin de table. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc l'idée c'est de faire que des trucs de cueillette de septembre-octobre, quoi. Cueillette autonome à la ferme. Ouais, c'est ça. Parce que comme ça on aura forcément nous à faire de la cueillette, mais on se décharge un petit peu déjà de cette partie-là, et puis ça nous évite aussi d'avoir à partir sur des logiques de vente de produits frais, donc de pommes et tout ça, éventuellement d'investissement aussi dans des groupes froids, des grosses chambres frigo comme font la plupart des collègues arboriculteurs. Voilà, on mise sur le fait que ça va nous éviter tout ça. Et alors, question bête, mais il n'y a pas de question bête. Pourquoi ne pas faire que de la viande et du pâturage, de l'élevage verger, et pourquoi avoir un verger? Parce qu'on fait de l'agriculture paysanne, et l'agriculture paysanne elle a pour vocation de nourrir son territoire. Et c'est la grosse différence entre cette agriculture-là qu'on souhaite pratiquer et l'agriculture industrielle qui, selon les termes des gros syndicats, a pour vocation de nourrir le monde. Et donc le côté élevage-culture est extrêmement complémentaire. Le fumier c'est de l'or, ça c'est sûr. Et nous sur nos prairies qui sont très vivantes, où il y a une richesse de microbes, de petites bêtes, de trucs comme ça là-dedans, elles sont donc extrêmement vivantes et très riches, et mettre là-dessus d'autres plantes à vocation de nourrir la population, c'est extrêmement cohérent. Donc finalement, les vaches sont passées ici? Les vaches passent ici, ouais. Elles vont passer. Ouais, alors on met des fils, on fait en sorte que à terme, elles vont plus passer dedans parce que ce sera trop risqué. Mais il y a déjà des poules là-bas, tu vois, il y a un petit poulailler qui a été mis avec. Pour y mettre des poulaillers mobiles ici. Exactement, et puis il y a des moutons aussi qui vont se promener là-dedans. En fait, ça dépend des allées, mais dans les allées, des fois l'herbe elle sera laissée haute pour justement permettre un maximum d'habitat aux insectes. Il y a des allées où ce sera en revanche les moutons qui vont venir pour pouvoir manger l'herbe et puis mettre un peu de caca de mouton là-dedans pour fumer un peu. Voilà, l'idée c'est d'avoir une variété un peu de pratiques et des pratiques qui tournent d'année en année pour maintenir un sol vivant et un maximum d'espaces différents de biodiversité. En plus de ça, on vend aussi du grain pour poules pour les particuliers, c'est-à-dire qu'on fait des céréales, on fait 2 hectares de céréales, de mélange, en fait on mélange des trucs différents, on le concasse, on met ça en sac et puis on vend ça aux particuliers. Et on est content grâce à ça de pouvoir participer un peu à l'autonomie des maisons, l'autonomie des familles, l'autonomie des foyers, qui peuvent acheter du grain bio et local comme ça. En plus, c'est moins cher que si tu vas à Gamme Vert et compagnie, donc ça c'est chouette. Et puis, il y a toujours des trucs qui trottent en tête. On réfléchit à faire du sarrasin cette année pour pouvoir faire de la farine et puis pour pouvoir vendre ça, pour pouvoir éventuellement tourner des galettes aussi, nous, dans certains contextes, dans certains événements. On réfléchit à l'associer aussi avec du tournesol, parce que il y a de plus en plus de tournesols qui essaient de se faire dans le secteur, même si on n'est pas encore dans un contexte climatique. Je pense que dans 10 ans, ce sera malheureusement plus facile. Pour semer de la moutarde aussi, on est en réflexion là-dessus, pour pouvoir donc faire de la moutarde avec le cidre de la ferme, enfin le vinaigre, le cidre transformé en vinaigre. Louis et Gwenaine souhaitent partager la ferme avec d'autres personnes. Une des premières pistes a été de créer des espaces tests agricoles qui permet à des porteurs et porteuses de projets de se tester sur un lieu imaginé pour cela, un lieu test, dans une ferme existante et dans un cadre sécurisé, sur le modèle des couveuses d'entreprise.
On a proposé du coup, enfin les personnes l'ont proposé aussi à deux copines. Il y en a une qui fait un espace test du coup en plantes aromatiques et médicinales à destination de cosmétiques. Et il y en a une autre qui se lance dans des productions de fleurs, donc fleurs séchées ou non. Et bon, ça représente pour l'instant pas des surfaces énormes, mais en tout cas ça permet d'avoir différentes activités agricoles sur la ferme. On est en train de réfléchir à la bonne formule d'interaction, puisque donc c'était l'objet aussi du voyage qu'on a fait avec l'Adage il n'y a pas longtemps. On a visité différentes fermes collectives avec pour objectif de voir comment on peut à la fois proposer à des personnes de travailler, d'évoluer, même de vivre sur place, sans rentrer dans le truc dans lequel on n'est pas attiré, à savoir un collectif entre guillemets exclusif, c'est-à-dire sous la forme d'un GAEC avec toutes ces personnes-là. On va pouvoir prendre le chemin là-bas si tu veux, il y a un petit chemin à vache. Mais l'idée c'est donc de réfléchir à ce qu'il puisse y avoir des installations pérennes sans que ça mette en difficulté la structure ici. Dans le sens où si on cède des terres autour de la ferme ou si on cède des bâtiments, nous la question qu'on se pose c'est quand on partira, et on ne sait pas quand est-ce que ça sera, il faut quand même qu'on puisse pouvoir vendre une ferme productive et unie aussi. Ouais. Parce qu'en élevage, dans la manière dont on fonctionne dans le système herbager, il faut absolument avoir des terres autour de chez soi, avoir pas beaucoup de terres. Et donc moins t'en as et moins ta ferme elle est attrayante. On pense quand même au fait que quand on partira, on vendra un lieu qui nous permettra de vivre si on n'est pas encore à la retraite pour acheter une maison, un truc comme ça, et puis même si on est à la retraite pour acheter une maison, mais au moins pour vivre pendant la retraite ou des trucs comme ça, quoi. Chaque paysan, chaque paysanne a sa définition de l'agroécologie, et certains même ne s'y reconnaissent pas. J'ai demandé à Louis de m'expliquer quelle différence il fait entre l'agroécologie, l'agriculture durable, l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne. Il me partage aussi qu'il a observé une augmentation de la biodiversité depuis la reprise de la ferme. Moi j'ai fait des études et je suis spécialisé en agroécologie aussi. Ceci dit, c'était il y a 20 ans. Et la manière dont le terme était utilisé il y a 20 ans, il me semble, n'est pas similaire à maintenant, parce que c'est un terme qui s'est fait un peu réapproprié par certains tenants de l'agriculture industrielle, en tout cas j'ai l'impression. Donc effectivement c'est un terme dans lequel je ne me retrouve plus du tout. On ne parle pas non plus, nous, d'agriculture biologique sur la ferme, parce qu'on considère que l'agriculture biologique a perdu certaines vertus, notamment d'avoir une lecture sociale de l'agriculture et d'avoir pris un penchant qui se veut uniquement technique, malheureusement, avec des côtés positifs qui sont, entre guillemets, de communiquer sur des aspects que tout le monde peut faire de l'agriculture biologique, ce qui permet de convertir des fermes conventionnelles, y compris des gens qui sont très loin de la culture, on va dire, de l'agriculture biologique. Mais en tout cas, cet aspect uniquement technique laisse de côté beaucoup de choses qui sont importantes pour nous, et c'est pour ça qu'on parle d'agriculture paysanne. Et l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui a une lecture sociale et écologique de la production. Sociale au sens où faut du monde dans les campagnes, il faut du monde sur les fermes. Et voilà, 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. Et puis écologique aussi, dans le sens où l'agriculture paysanne défend une non-utilisation des pesticides ou à minima un arrêt de l'utilisation des pesticides à moyen terme. On a fait l'autre fois une sortie avec Paysans de Nature autour des bousiers. Donc c'était trop marrant, on était une dizaine comme ça dans les champs à retourner les bouses en permanence, à observer les 10 ou 15 bousiers différents qu'on a pu voir. Et en fait, par rapport à ta question, ça se retrouve surtout au niveau des prairies, en fait, au niveau du système prairial. Déjà, la manière dont on travaillait avant avec plus de renouvellement de prairies, on avait une flore prairiale qui était moins développée. Maintenant, les prairies qui se développent, qui vieillissent et aussi qui s'appauvrissent, il faut le dire, parce qu'en fait, avec la diminution du chargement, donc la diminution du nombre d'animaux, on a moins de lisier, moins de fumier à mettre sur les champs, et donc il y a un appauvrissement des prairies. Et on constate avec ça une diversité plus importante de la flore. Ouais. Okay. Et après, c'est aussi dans la manière de gérer, on laisse des endroits où on ne fauche pas, ou alors où on fauche très tardivement.
Et ça aussi, ça donne accès à des oiseaux, par exemple le tarier pâtre, je ne sais pas si tu vois un peu cet oiseau-là, qui niche au sol, de se développer. Et on a des copains ornithos qui sont venus l'autre fois observer les tariers qui nourrissaient leurs petits là. Ils étaient fascinés, c'était marrant. Au sol. Au sol, ouais, carrément. Au sol, ouais. Ils avaient chopé, je crois qu'ils avaient chopé des insectes à droite à gauche, et puis après ils se retrouvent au milieu de la parcelle pour aller nourrir les petits. De la même manière, quand on nourrit à l'herbe, ça veut dire que nos animaux sont dehors le plus possible, parce que plus elles mangent de l'herbe et plus on gagne d'argent, parce que moins on en dépense. Et ça nous oblige à avoir des haies, forcément. Et je pense par exemple à un travail qu'on est en train de faire avec l'adage en ce moment autour de la problématique de bresse-bocage, donc qui replante des haies gratuitement. En fait, ils se sont rendus compte que les principaux demandeurs des plantations de haies par bresse-bocage, c'était des éleveurs herbagers. Tous les autres, forcément, en grande culture, ils ne veulent pas avoir des haies intermédiaires. Et même ceux qui sont en bio, mais qui ne sont pas forcément avec de l'élevage, ont moins d'intérêt à mettre pas mal de haies. Et donc, le système herbager amène un système bocager, donc un système avec pas mal de haies. Et forcément, quand il y a du bocage, il y a de la vie, quoi. Après ce rapide tour de la ferme, nous nous installons dans la maison pour échanger plus en profondeur sur l'impact de l'élevage à l'herbe, notamment sur l'économie d'un territoire. On aborde le manque de soutien des pouvoirs publics à l'élevage paysan. Quand on dit, par exemple, que un éleveur bio ou herbager produit moins qu'un éleveur plus intensif et donc qu'on ne nourrira pas le monde avec du bio, avec des élevages herbagers, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, en tant qu'éleveur ? On constate, si on regarde les chiffres strictement des productions faites sur les fermes, que nous, on produit, que ce soit en litres de lait par vache ou que ce soit en litres de lait par hectare, grosso modo 2 fois moins dans nos systèmes à nous. Ceci dit, ce que les collègues ne disent jamais, c'est que quand ils font du lait avec du maïs, comme j'ai dit tout à l'heure, ils achètent du soja. Et pour 1 hectare de maïs qui sert à l'alimentation d'une vache ici, il y a 1 hectare de soja qui est fait en Amérique du Sud. Autrement dit, quand ils calculent la productivité de leur ferme, ils ne sont jamais honnêtes. Ils devraient systématiquement multiplier par 2 les surfaces qu'ils utilisent pour nourrir leurs animaux. Est-ce que si on développait des systèmes comme ça sur 40 hectares avec de l'élevage de ruminants et d'autres petites productions à côté, on pourrait nourrir la population française, par exemple? La problématique de nourrir la population française est déjà qu'en fait, il y a une spécialisation des territoires qui a été faite de manière assez forte. En Ille-et-Vilaine, ici, on est quand même le premier département producteur de lait en France. Ça veut dire que, je ne connais pas les chiffres précisément, mais je sais que sur le territoire d'à côté, il y a un collègue qui avait dit qu'il y avait 300% des besoins en alimentation qui étaient produits sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils produisaient 3 fois plus que ce que la population a besoin. Mais ça, c'est des réflexions qui sont valables quand si on considère que tout le monde ne doit boire que du lait pour vivre. Donc déjà, il y a une grosse problématique déjà de spécialisation des territoires et l'agriculture paysanne essaye d'aller à l'encontre de cette spécialisation-là en créant des foyers d'alimentation directement à côté des territoires qui sont concernés. Et en plus de ça, effectivement, on cherche au niveau de l'adage, nous, on est beaucoup en travail sur une problématique d'essayer de déspécialiser les systèmes. Donc en agriculture industrielle, les systèmes sont extrêmement spécialisés, c'est-à-dire que c'est 1, voire éventuellement 2 productions qui font le chiffre d'affaires de la ferme. À l'adage, on essaye de travailler de plus en plus pour essayer de voir comment on peut amener d'autres production sur nos fermes, mettre des rotations, mettre par exemple des céréales pour du blé panifiable, donc du blé pour faire du pain en rotation dans nos prairies. On essaie de voir aussi comment on peut essayer de garder la main mise sur la suite de nos animaux qui sont censés partir en élevage d'engraissement industriel. On essaie de voir comment nous-mêmes on peut faire vendre de la viande de veau par exemple. Donc ce matin, le veau qui arrive de l'abattoir, on a fait par exemple des saucisses et du steak haché pour essayer aussi d'attirer, on va dire, les consommateurs, les consommatrices du coin sur des nouvelles choses que peuvent produire le territoire. Est-ce qu'un système herbager, donc qu'il soit lait
puisque tu as l'expérience, ou viande, aujourd'hui tu peux te dégager un salaire correct en ayant un niveau de vie correct, en ayant du temps pour ta famille. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? Alors, le fonctionnement de base du système herbagé, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la philosophie vraiment profonde du système herbagé, c'est de travailler sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'on essaie d'alimenter nos animaux avec ce qui est disponible sur place. C'est-à-dire que c'est ce qui est disponible sur place qui va nous donner nos objectifs et nos capacités de production de nos animaux, ce qui est là aussi une manière complètement à l'inverse de réfléchir en agriculture classique, industrielle, où là, ils vont avoir des objectifs de production par animal et ils vont mettre en œuvre après tout ce qu'ils peuvent pour nourrir les animaux, pour avoir la production qu'ils attendent. C'est pour ça qu'ils vont acheter beaucoup à l'extérieur et tout ça. Nous, en système herbagé, c'est l'inverse. On prend notre ferme et on essaye de nourrir nos animaux avec ce qu'on a là-dessus. On réfléchit en autonomie, on réfléchit en dépenses minimum. Et en l'occurrence, quand on compare les différences de fonctionnement économique entre les fermes conventionnelles et les fermes herbagères, il s'avère que, à la fin, bien souvent, le revenu est équivalent. Mais pour arriver à ces notions de revenus, les chemins ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'il nous faut, en termes de moyens de production pour arriver à ce même revenu, alors ça dépend, il n'y a pas vraiment de grands chiffres qui existent, mais entre 2 à 4 fois moins de moyens de production pour pouvoir arriver à ces objectifs. C'est-à-dire qu'en système herbagé, pour un couple par exemple aujourd'hui, ou pour 2 personnes, on peut arriver à se tirer un revenu, c'est-à-dire on va dire un SMIC et demi, avec 200 000 litres de lait par exemple. Un SMIC et demi pour une personne ? Par personne, ouais. Tandis que en système industriel, on va arriver à ces chiffres-là en faisant 600 000, 800 000, voire aujourd'hui 1 million de litres de lait. Donc les moyens pour y arriver sont vraiment très très différents. Mais au-delà du simple salaire, est-ce que toi, tu as plus de temps qu'un éleveur conventionnel ? Oui, il y a 2 choses différentes. C'est que, on a plus de temps, et le temps qu'on passe au travail n'est pas le même. Alors déjà, on a plus de temps, effectivement, puisque le contexte de fermes industrielles et conventionnelles aujourd'hui est d'avoir des moyens de production plus élevés, donc plus d'animaux, donc forcément plus de boulot, plus de suivi des génisses, plus de suivi des jeunes, des animaux qui sont plus poussés aussi en termes de litres de lait par vache, pour donner un peu des idées. En système industriel, on est à entre 8 000 et 10 000 litres par vache. Nous, en système pâturant, on est à 5 000 litres en moyenne. Hein. Et là, je compte donc à 2 traites par jour. Donc forcément, un animal qui est plus poussé, il va développer plus de symptômes de maladie et tout ça. La durée de vie d'une vache en système industriel est plus courte qu'en système herbagé, puisque plus rapidement, elle va développer ces maladies-là. Elle va avoir des problèmes de boiterie, des problèmes de fécondité, des problèmes de lait non conformes. Et donc, il va y avoir un renouvellement des animaux plus élevé. Donc, tous ces aspects-là font que, de toute façon, il y a un boulot qui est plus important en système industriel, puisqu'il y a plus d'animaux. Et il y a aussi beaucoup plus de travail en ce qui concerne l'alimentation des animaux, puisqu'il s'agit de produire cette alimentation avec des cultures. Ils passent énormément de temps sur leur tracteur, du coup, à travailler leur sol. Les parcelles sont de plus en plus loin, en plus, puisque les structures s'agrandissent. Donc, on rachète des fermes qui sont dans la commune d'à côté, dans la commune derrière encore. C'est pas assez courant maintenant de devoir faire 10 km ou 15 km avec son tracteur pour aller cultiver une parcelle. En système herbagé, notre travail, nous, il consiste à donc traire nos vaches le matin. On commence par ça, on finit par ça la journée en général, et après ça on emmène nos vaches au champ. Ça veut dire qu'on a un travail pour préparer les clôtures, les clôtures. Donc faire en sorte que notre fil il touche pas trop l'herbe, pas trop l'arbre, qu'il y ait du jus à passer, mettre un fil avant pour pas donner trop à nos vaches à manger. On essaie de les rationner de cette manière-là, c'est-à-dire leur donner juste ce dont elles ont besoin. Et donc on les emmène au champ, on prépare la parcelle du lendemain et on revient à s'occuper des jeunes aussi. Il faut aussi bien sûr nourrir les jeunes, il faut aussi déplacer les jeunes, leur donner de l'herbe. Mais voilà, le travail consiste essentiellement à donner aux vaches accès à de l'herbe. Quand on compare les émissions de carbone de certains types de fermes, les résultats sont souvent rapportés à l'unité produite. Par exemple, combien de carbone est émis pour produire une tonne de lait ? Mais ne faudrait-il pas plutôt regarder comment ces émissions de carbone créent de la richesse, rémunèrent le travail et potentiellement créent des emplois agricoles sur les territoires ? Par exemple, pour dégager 100 € de rémunération du travail, un système très herbagé émet 270 kg de CO2, alors qu'un système basé sur le maïs
émet 600 kg de CO2, soit 2 fois plus. Si on fait le calcul dans l'autre sens, 1 tonne de CO2 émise dans une ferme herbagère ne crée pas les mêmes effets sur le territoire qu'une ferme en système basé sur le maïs. Pour 1 tonne de CO2 émise, un système herbager dégage en moyenne 495 € pour rémunérer du travail, alors qu'un système basé sur le maïs dégage en moyenne 256 €, soit 2 fois moins. Et puis, en prenant encore plus de hauteur, on comprend bien que ces émissions de carbone des élevages herbagers sont finalement largement compensées dans le présent, dans le futur, par les emplois créés, les installations de paysans et paysannes qui eux-mêmes vont restaurer les écosystèmes. Donc finalement, on revient à cette question d'autonomie, d'élevage paysan qui fait avec son pays, et du coup, plutôt que d'être dans un tran d'énergie, de médicaments, de produits phytosanitaires, on essaye de valoriser le maximum les processus du territoire, quoi, du paysage dans lequel tu vis. Et donc sur l'aspect économique, pour continuer et approfondir cet aspect d'alimentation, nourrir une vache, produire 1000 litres de lait avec une vache en système herbager, ça nous coûte, selon les systèmes, autour de 30-40 € au 1000 litres. Nourrir une vache en système industriel, ça coûte entre 100 et 150 € au 1000 litres selon les systèmes. Donc on est sur des systèmes qui sont entre 3 à 5 ou 6 fois moins coûteux finalement que les collègues. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens soutenu par les aides publiques, par la PAC, par ta commune, par le gouvernement Non, ça c'est un vrai problème. Ce qui nous fait tenir collectivement, c'est qu'on a un réseau d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont nourris par nos valeurs d'autonomie, nos valeurs de produire de manière très écologique. On a un réseau vraiment très très fort. Il y a beaucoup de consommateurs, consommatrices aussi plutôt historiques qui nous soutiennent, qui sont là derrière nous. Mais hormis ça, effectivement, on subit quand même une crise de reconnaissance, notamment depuis le Covid, où il y avait eu une forte augmentation de consommation de produits bio, écologiques et compagnie, et qui s'est stoppée, qui était assez diminuée suite au Covid, notamment du fait de l'inflation globale que tout le monde subit, du fait qu'il y avait moins d'argent à mettre aussi dans les produits paysans. Mais s'il n'y avait que ça et que si en face on avait un soutien politique qui nous donne confiance pour redémarrer sur une logique un peu à long terme intéressante, on pourrait être un peu plus optimiste. Là, ce qui se passe effectivement, c'est que l'orientation des politiques agricoles est vraiment catastrophique en termes de soutien à l'agriculture vertueuse, écologique et sociale. Au niveau de la PAC, les subventions sont données à l'hectare. C'est complètement hallucinant, c'est complètement l'inverse de ce que se veut être l'impôt sur le revenu, qui se veut quelque chose de redistributif, c'est-à-dire que théoriquement plus on gagne et plus on cotise. Là, pour ce qui est de la PAC, c'est l'exact inverse. Plus on a et plus on reçoit. Donc on favorise par là, de fait, les structures qui ont des gros moyens de production au détriment des structures qui ont des petits moyens de production. Nous, avec Gwenaine ici, on est à 2 sur 40 hectares. On touche en termes de PAC, donc il y a 2 piliers, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais pour ce qui est du premier pilier que tous les agriculteurs touchent, on touche, nous, ici, à peu près 5 000 € par tête, donc de ce premier pilier. Il y avait eu des études de fait lors de la dernière renégociation de la PAC au niveau européen, qui disaient que si tout était nivelé, la moyenne pour tous les agriculteurs en France, ce serait 8 000 €. Alors pourquoi pas beaucoup plus? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'agriculteurs en petite surface, donc les maraîchers, ceux qui font de la vigne ou des choses comme ça, ou les arboriculteurs qui touchent assez peu d'aide parce qu'en fait ils n'ont pas beaucoup de surface. Par contre, les disparités sont énormes parce qu'en face, on a des collègues qui ont énormément de surface et qui touchent des sommes absolument incroyables. Et le chiffre qu'on a beaucoup entendu sur cette dernière année avec les manifestations agricoles et avec certaines aberrations du syndicat majoritaire dans le discours, on montrait qu'en fait le président du syndicat majoritaire agricole touchait lui 200 000 €
d'aides PAC, donc les impôts de tout le monde, pour être soutenu par l'État pour faire de la production sur ces 700 hectares qu'il exploite. C'est quoi l'alternative à un soutien à l'hectare ? Eh ben, c'est un soutien à l'UTH, donc l'unité de travail humain. C'est un terme un peu barbare pour dire le nombre de personnes qui travaillent sur les fermes. Et c'est un truc qu'on revendique en agriculture paysanne depuis longtemps, c'est que les aides soient données aux travailleurs et à la travailleuse et non pas à l'unité de production. Ce qui permettrait d'avoir plus d'humains dans les campagnes. Exactement, tout à fait. Et de rendre économiquement plus rentables les systèmes qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Et il y a de la main-d'œuvre quand il n'y a pas de machine en face, ou peu de machines, et il y a de la main-d'œuvre quand il n'y a pas de produits chimiques qui sont utilisés. Ton système permet aux animaux d'être en meilleure santé. Est-ce que ce système-là permet aussi aux humains qui consomment ou qui vivent dans cet environnement-là d'être en meilleure santé ? Alors pour ce qui est des produits animaux, c'est-à-dire donc le lait et la viande, il s'avère que les impacts directs de l'alimentation qu'ont les animaux sur le produit issu de ces animaux-là, donc le lait et la viande, est assez faible ou assez peu éloquent. Il va s'agir d'amélioration des taux au niveau des oméga 3 ou de différentes choses comme ça, mais il ne va pas y avoir des différences extrêmement conséquentes. C'est pas comme pour ce qui est des produits des maraîchers ou des choses comme ça, donc des légumes et tout ça, où là, entre ceux qui vont produire sans produits chimiques et ceux avec produits chimiques, là pour le coup sur la santé humaine, il y a des cas extrêmement avérés, quoi. Par contre, c'est les impacts indirects qui sont là pour le coup extrêmement conséquents. C'est-à-dire qu'en système herbager, comme on nourrit nos animaux avec de l'herbe, on amène un maximum nos animaux à l'herbe et non pas l'alimentation aux animaux. On utilise en fait très peu de machines, on utilise très peu de carburant. On achète très peu d'aliments, voire zéro pour une grande partie des fermes. Nous, c'est notre cas, on n'achète absolument rien à l'extérieur pour nourrir nos animaux. Les collègues, eux, achètent en fait essentiellement du soja, en l'occurrence. Donc du soja OGM issu de la déforestation, qui lui a dû traverser la planète pour arriver à l'auge dans les fermes. Et donc l'impact en fait climat des fermes en système herbager est extrêmement vertueux par rapport aux collègues industriels. Il y a une étude qui avait été faite par le réseau CIVAM qui montrait qu'il y avait 6 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre en fait, émises par nos fermes, nous, en système herbager qu'en système industriel. Dans nos fermes aussi en système herbager, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de produits phytosanitaires qui sont utilisés. Et donc il n'y a pas de lessivage dans les nappes phréatiques, ou alors, encore pire, d'écoulement par des terres qui sont à nu directement dans les fossés. On voit par exemple très bien quand il y a des grosses pluies ici sur le secteur, nous, comme on est en prairie, l'eau s'infiltre petit à petit dans les terres, et pour les collègues, en fait, ça ruisselle directement dans les ruisseaux. Et pour faire un impact là plus large que la question de santé, ce qui s'est passé avec les inondations qu'il y a pu y avoir dans le nord de la France, notamment dans le Pas-de-Calais tout récemment, sont liées au fait qu'en fait les terres sont cultivées, qu'il n'y a plus de prairies, et donc il n'y a plus d'absorption de l'eau, en tout cas des excès d'eau par le sol. Et donc ça crée les grosses inondations qu'on a pu voir dans le Pas-de-Calais. S'il n'y avait que des systèmes herbagers, il n'y aurait pas eu du tout de soucis, par exemple. Quel dernier message Louis a-t-il envie de vous donner à vous qui écoutez cet épisode ? J'incite effectivement les personnes qui peuvent écouter ce qu'on dit là à essayer de mettre un maximum d'énergie pour aller rencontrer les voisins paysannes et paysans et essayer de se nourrir avec les produits qui sortent de leur ferme. C'est quand même fou quand on y pense. Ce serait beaucoup moins coûteux pour les pouvoirs publics de soutenir la transition vers des systèmes d'élevage autonomes qui peu à peu n'auraient peut-être plus besoin d'être aidés parce qu'ils sont résilients, plutôt que de soutenir des systèmes d'élevage qui plombent le porte-monnaie des agriculteurs, de nos écosystèmes, bref de notre société. Alors que les systèmes conventionnels font le choix de maximiser le volume, les systèmes herbagers pâturants font le choix de la stratégie valeur ajoutée. Cela passe par une réduction des intrants et une maximisation des processus écologiques naturels.
Ces fermes rémunèrent mieux leurs travailleurs et travailleuses que la moyenne des fermes et réduisent leurs impacts négatifs sur l'environnement. Leurs résultats sont moins fluctuants. Dans un contexte où la transmission des fermes est un enjeu majeur pour développer des campagnes vivantes, les systèmes pâturants offrent une voie d'avenir. Ils permettent de concilier projet professionnel, projet de vie et projet citoyen. Faire transiter les fermes vers des systèmes où les ruminants, petits et grands, vont vivre et se nourrir majoritairement dans leur cadre de vie prédestiné à savoir les pâturages, offre sans doute la meilleure des garanties de robustesse pour affronter les bouleversements majeurs qui s'ouvrent à nous, tout en redonnant du sens au métier d'éleveur et d'éleveuse. Je vous remercie d'avoir écouté cette série d'épisodes. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à la partager autour de vous et à vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour soutenir l'élevage de ruminants en plein air.